loi intervenue dans le code minier de 2023 et la loi relative au contenu local et ses décrets d'application, le sujet est au centre d'une session de formation au Conseil national de transition. Cette démarche de l'organe législatif de la transition vise à accompagner les autorités dans leur politique de souveraineté économique. C'est là pour permettre aux Maliens de profiter des dividendes. Sport, football, CAN Maroc 2025, les Aigles jouent cet après-midi en quart de finale contre les Lions de la Teranga. Un match décisif pour atteindre les derniers carrés. Les Aigles sont confiants et déterminés. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux en fin de journal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux informations. Carnet d'audience à la primature. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a successivement reçu hier l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali et la chargée d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali et au Niger. Les deux diplomates ont abordé avec le général de division Abdoulaye Maïga la coopération bilatérale entre le Mali et leurs pays respectifs. Reportage signé Mamari Kone Alou Touré. Les ambassadeurs des deux pays amis du Mali reçus à la primature. C'est l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali qui est la première personnalité à être reçue par le Premier ministre. Le diplomate palestinien est venu aborder avec le chef du gouvernement certains sujets d'intérêt commun. Le Mali et la Palestine s'apprêtent d'ailleurs à donner un nouvel élan à la dynamique coopération qui existe entre les deux pays depuis près de 37 ans. La confiance entre les deux pays est fondée sur une histoire commune, des engagements politiques partagés et un respect mutuel qui s'est consolidé au fil des décennies. J'ai transmis aussi dans ces messages la solidarité du peuple palestinien et l'État de Palestine avec le Mali dans les conditions et dans les circonstances qu'elle traverse. Et en même temps, je remercie son Excellence de soutien qu'apporte le Mali au peuple palestinien dans son combat pour la libération de la Palestine et l'édification d'un État palestinien indépendant. Et nous avons rapidement parcouru la situation politique en Palestine, mais aussi les domaines de coopération entre le Mali et la Palestine. Nous sommes en train de donner un nouvel élan avec l'appui de son Excellence le Premier ministre, mais aussi le ministre des Affaires étrangères et sans doute aussi son Excellence le Président de la Transition, le général Assimi Goïta. Donc nous sommes en train de reprendre, de donner une nouvelle énergie de cette coopération dans le domaine de l'agriculture, de santé, de la culture, de l'éducation, dans tous ces domaines. Et j'ai pu donner rapidement un aperçu de l'avancée de cette coopération dans tous ces domaines. Et nous sommes en train de planifier d'une réunion, d'une visite des ministres palestiniens concernés pour signer des accords de coopération entre nos deux pays. Après le départ de l'ambassadeur Nicolas Simard, c'est Lee Anne Herman, en tant que chargé d'affaires en pied de l'ambassade du Canada au Mali, qui le remplace. Quelques mois après sa prise de fonction, elle est venue échanger avec le Premier ministre sur la coopération entre le Mali et le Canada. On a parlé un peu de la fraternité entre nos deux pays, les liens peuple à peuple. Il y a tellement de Maliennes qui sont au Canada, les Canadiens qui sont ici. Les liens entre nos deux pays sont tellement forts. On a parlé de longue date de notre coopération le soutien qu'on donne dans les secteurs comme la santé, l'éducation, bonne gouvernance, économie, croissance, bien sûr le genre, l'importance de la rôle de la femme. Et aussi, on a parlé un peu de le secteur minier. C'est un secteur tellement important pour le Mali. Le Premier ministre a parlé un peu de la situation actuelle et comment ils sont en train de battre le terrorisme. Les relations diplomatiques entre le Mali et le Canada remontent à 1969. Plus d'un demi-siècle plus tard, les deux pays continuent de maintenir de très bonnes relations bilatérales. Présents au CNT, les membres du Conseil national de transition s'approprient les réformes majeures intervenues dans le domaine, dans le code minier de 2023 et la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. La démarche de l'organe législatif de la transition à travers sa commission des mines, énergie et eau vise à accompagner et à valoriser les différentes initiatives prises par les autorités afin que nos ressources minérales brille pour le peuple malien. La session d'immersion pour mieux comprendre le bien fondé des innovations entreprises dans notre secteur minier a enregistré en plus des membres du CNT, les ministres des Mines et celui de l'économie et des finances. Le point avec Aredjouma Tina.
En vue de la relance de nos ressources naturelles, voire minérales, afin que le pays puisse tirer pleinement profit, les autorités de la transition ont apporté en 2023 des modifications à notre code minier. Le Conseil national de transition, notamment sa commission des mines, énergie et eau, à l'instar du gouvernement, est dans une dynamique de vulgarisation du contenu du code minier de 2023. D'où cette session d'immersion sur le décret d'application du nouveau code ainsi que la loi relative au contenu local en République du Mali. Je me réjouis de l'organisation de cet atelier d'immersion à l'intention des membres du Conseil national de transition. On comprend pourquoi il était si important pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation de notre secteur minier par des lois et décrets. Et je salue à cette occasion la clairvoyance du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La Commission des mines, de l'énergie et de l'eau sollicite l'engagement sans faille de chacun de vous à se faire un ambassadeur du code minier et le contenu local auprès des différentes communautés. Les intervenants du présent séminaire vous feront ainsi connaître les innovations du code minier. Le secteur minier apporte beaucoup d'argent à l'économie malienne et représente à lui seul 80% des exportations et 10% du PIB de notre pays, selon les spécialistes du domaine. C'est pourquoi il était si nécessaire pour nos autorités de mieux encadrer la valorisation du secteur. Il faut que ces ressources-là fassent notre bonheur maintenant. Il faut qu'on se donne les moyens d'avoir toutes les retombées quant à l'exploitation de ces ressources. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut qu'on fasse un code de développement, un code qui va permettre au Mali d'avoir plus de retombées et de pouvoir contrôler le secteur. Et l'autre chose qui est aussi importante, il faut qu'on arrive à démocratiser les mines pour que par la suite, nous-mêmes, nous puissions commencer à produire chez nous-mêmes. En tant que ministre des Finances, on a pris un exemple simple. Lorsqu'on a fini le code minier, on a dit maintenant, on a 15 sociétés minières en activité. Combien nous gagnons en ressources au niveau du budget d'État sur ces 15 sociétés? Ça faisait 562 milliards de francs CFA. Mais avec l'application du nouveau code, on passe à 1022 milliards sur ces 15 sociétés. Aujourd'hui, le Mali a décidé donc de mettre en place des réformes. Et parmi ces réformes, il y a justement des réformes juridiques qui avaient pour objectif de poser les bases juridiques de cette souveraineté minière. Et ces réformes juridiques, justement, se sont manifestées ou se sont traduites par l'adoption d'un nouveau code minier et d'une loi relative au contenu local. Résolument engagé dans la refondation du secteur minier, si stratégique, le Conseil national de transition ne ménage aucun effort à accompagner toutes les initiatives d'immersion. À la suite de leur promulgation, le Conseil national de transition a organisé un premier atelier d'immersion à l'intention de ses membres et du personnel administratif afin de partager les principales innovations. Dans la même logique, nous nous retrouvons aujourd'hui après l'adoption des principaux décrets d'application du code minier et de la loi relative au contenu local afin de donner plus de précision aux membres du Conseil national de transition en vue de les outiller davantage pour une meilleure vulgarisation. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session, ont été suffisamment édifiés par les experts sur les innovations majeures et les nouvelles dispositions intervenues dans le nouveau code minier et ses décrets d'application, ainsi que sur la loi relative au contenu local et ses décrets d'application. Sur le terrain, certaines installations de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable, SOMAPEP, ont reçu la visite du ministre de l'Énergie et de l'eau. Le but est de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux jugés globalement satisfaisants. La visite a concerné les chantiers de la station pompage de Misra, le château d'eau de Sikoro et celui du réseau de 98 km et l'installation sans borne fontaine automatique au quartier Bangoni. Les détails avec Boubacar Bablé Touré. Une matinée de jeudi consacrée à la visite de terrain par le ministre de l'Énergie et de l'eau. Dans son agenda, 3 sites de la Société malienne de patrimoine de l'eau potable SOMAPEP SA en chantier. D'abord, la nouvelle station de pompage et le château d'eau à Misra en construction. Ici, le ministre Djané
est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. Il s'agit de la réalisation des infrastructures d'alimentation d'eau potable à Bamako. C'est des gros œuvres. Nous avons d'abord commencé par Misra pour voir la station de pompage là-bas. Ce que j'ai vu sur le terrain, il y a des motifs de satisfaction, mais je vais être très franc, il y a beaucoup à faire. Voilà, le taux d'exécution de certains travaux est très timide. Alors j'ai donné des instructions pour qu'on puisse accélérer ces travaux et achever à temps. Le chef de l'État, le président de la transition de général d'armée Assimi Goïta nous a instruit d'achever les travaux cette année. Ensuite, cap sur le quartier Sikoro en commune 2 du district de Bamako. Comme site visité, un château d'eau d'une capacité de 2000 mètres cubes. C'est ce château qui doit desservir des quartiers comme Sikoroni, Hippodrome, Bankoni, jusqu'à Doumanzana. Donc c'est pour vous dire que c'est de gros travaux, mais il faut faire le suivi pour que ce qui a été demandé au département, c'est-à-dire la satisfaction des besoins essentiels des populations en eau potable, soit une réalité. Troisième et dernier site visité par le chef du département, la pose d'un réseau de tuyaux de 98 km et l'installation de 100 bornes fontaines automatiques au quartier Bankone-Razel. Nous sommes très heureux d'annoncer cela. La population aspire à des conditions normales de vie, donc l'eau fait partie. Donc ces travaux sont là. Le rythme n'est pas à hauteur de souhait. Je l'ai dit à vive voix. Donc on va donner un coup d'accélérateur pour achever les travaux à temps. Une visite mise à profit par le ministre pour rencontrer le personnel de la SOMAPEP SA. Ils ont échangé sur les défis à relever et les difficultés auxquelles la structure est confrontée. L'économie du Mali en 2025 s'est bien portée avec des indicateurs au vert dans l'espace communautaire UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Eh bien, en effet, dans le rapport de suivi de la commission de l'UEMOA publié en octobre 2025, notre pays se classe parmi les moins endettés de la sous-région avec un taux de 42 sur une limite communautaire fixée à 70% du PIB, c'est-à-dire produit intérieur brut. Un indicateur de bonne discipline budgétaire dans un pays qui fait face à une crise multidimensionnelle complexe. Voyons tout cela avec Sidiki Damele et un économiste. Pays debout avec une résilience remarquable, un dynamisme économique et une dette maîtrisée. Voilà le Mali en 2025 dans l'espace communautaire UEMOA. Et cela malgré le contexte sécuritaire difficile et les défis géopolitiques. Dans son rapport de suivi, la commission de l'UEMOA note avec satisfaction la maîtrise du taux d'endettement du Mali qui se chiffre à 42%, largement inférieur à la norme communautaire de 70% du PIB. Une posture de prudence des autorités maliennes saluée par l'économiste Bala Moussa Diarra, doctorant en économie de guerre. Il y a d'abord les critères de convergence de l'UEMOA qui fixent un plafond à 70%. Là, nous sommes bien en dessous. Donc, ça veut dire qu'on s'endette moins. C'est une bonne chose, mais cela dépend. Bonne chose quand on se place du côté des autorités. Moi, je pense qu'ils ont plutôt une position prudente. Donc, c'est vrai que notre économie n'est pas son beau fixe, avec tous les troubles sécuritaires, terroristes, djihadistes que nous connaissons. Donc du coup, c'est très bien, je pense, de moins s'endetter parce que pour ne pas être amené à ne pas supporter le poids de la dette, surtout les services de la dette. Donc oui, je pense que nous sommes bien avec les 42%, mais cela va dépendre. Si nous avons des gros projets, des projets structurants qui vont amener de la productivité, c'est bien, on peut s'endetter, on peut aller au-delà. Sur le graphique, le Mali, le Niger et le Bénin sont les 3 premiers pays ayant l'endettement le plus faible de la région avec des taux oscillant entre 42 et 53%. Le Togo et la Côte d'Ivoire sont dans la zone orange avec 69 et 60%. La Guinée-Bissau et le Sénégal sont totalement dans le rouge avec 87 et 117%. Une évidence pour les économistes, plus le ratio est élevé, plus la marge de manœuvre budgétaire d'un État est réduite, car une part importante des recettes servira à honorer les services de la dette. Donc, autant s'accommoder
avec sa dette. Il y a une notion qu'il faut savoir, les États ne payent pas toutes leurs dettes. On fait rouler la dette. Ça veut dire qu'à l'échéance d'une dette, on prend une autre pour rembourser. Donc ça va comme ça. Donc avec notre crise et que nous maintenons ce taux bas, c'est bien. Ça veut dire qu'on arrive vraiment à s'accommoder avec cette dette-là. La dette en tant que telle, je veux qu'on ne fasse pas une fixation que sur la dette. C'est le service de la dette. Ce qu'on doit payer. Vous voyez. Donc, c'est ça le problème. Je pense qu'en 2024, le Mali devait payer 1000 milliards du service des dettes, de la dette. Donc, c'est beaucoup. Donc, la dette en tant que telle, ce n'est pas un problème. C'est ce qu'on fait de la dette. C'est la qualité de la dette. C'est le pouvoir transformateur, en fait, de cette dette-là sur la croissance économique. Mais pour le moment, nous, on s'en sort bien. Parce que, relativement, le taux d'intérêt moyen est en dessous du taux de croissance. C'est bien. De l'avis de bon nombre de citoyens, la dette n'est pas un problème en soi s'il sert à financer des projets structurants pour le développement du pays. Pour 2026, les projections de croissance économique du Mali prévoient un taux de 6,3%. Des estimations qui reposent sur une reprise de la production aurifère, l'amélioration de la sécurité et des investissements dans les infrastructures. Bamako et ses habitants subissent actuellement un changement de température qui n'est pas sans conséquence. Dans les centres de santé, les consultations augmentent. Les maladies diagnostiquées sont entre autres les rhumes, la grippe et de sévères toux, des maux de tête. Nous avons voulu en savoir davantage et surtout quelles précautions prendre. Le point avec Fanta Mama Nientao. Bamako, la capitale des Trois Caïmans, affiche un visage nonchalant. Ce début d'année 2026 est marqué par un changement de température que les Bamakois n'arrivent pas à comprendre. Actuellement, il y a le changement climatique. Ça donne beaucoup de maladies comme le rhume et la toux. Je porte le cache-nez pour éviter la poussière et d'autres maladies. En principe, le mois de janvier est synonyme de fraîcheur. Cependant, d'après nos constats, le temps est capricieux depuis un moment. Chaleur et fraîcheur sont en train d'alterner, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. J'ai le rhume et la toux. En plus de cela, mon nez est tout le temps bouché. Quand je quitte la ville, j'ai des maux de tête horribles. Ce sont des maladies qui me fatiguent en cette période de changement de température. Tantôt il fait frais, tantôt il fait chaud. Nous avons bien voulu comprendre ce phénomène climatique. C'est une situation réelle qui est là et il faut vraiment y faire face en se protégeant. Direction Mali Météo, où on apprend que l'atmosphère actuelle est une forme extrême de pollution nocive pour la santé. La situation météorologique reste dominée par deux grandes majeures perturbations atmosphériques actuellement que le Mali subit présentement. Donc vous allez voir que la première perturbation elle est due à une descente froide, parce que c'est la période froide présentement. Au même moment aussi, la partie sud du Mali est fortement perturbée par un vent du sud momentané et chargé d'humidité et qui crée aussi une autre situation, une autre perturbation météorologique et qui crée une dépression. Les régions soumises à cette dépression sont des régions favorables à la pluie, à des fines pluies et que certaines régions, sinon certaines localités ont déjà connu. Donc la tendance va se poursuivre et globalement c'est une alternance du chaud et du froid et souvent ni chaud ni froid. Ce changement de température brusque risque de perdurer d'après nos informations. Il est fortement recommandé aux populations de prendre des précautions nécessaires pour assurer leur bien-être. Il faut se protéger. D'abord, utiliser couramment ce qu'on appelle les bavettes, encore les cache-nez. Surtout, protéger les plus jeunes, les plus vulnérables, qui sont les enfants et aussi les personnes d'un certain âge. Les professionnels de la santé conseillent de boire beaucoup d'eau et d'éviter les coups de vent et aussi de se nettoyer le nez fréquemment contre les poussières.
Un mot de sport dans ce journal et de football avec la CAN Maroc 2025. Les Aigles jouent cet après-midi en quart de finale contre les Lions de la Teranga du Sénégal. Un match décisif pour Tom Saintfiet et ses poulets afin d'accéder au carré d'As. Les Aigles sont confiants et déterminés. Les enjeux de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Isaac Tchenou ou Marca Traoré. Cette rencontre du quart de finale entre le Sénégal et le Mali s'annonce comme une finale pour les Aigles. Si dans une phase finale de CAN, les deux nations n'ont qu'une seule confrontation, soldée par un nul de 1 but partout, Aigles et Lions de la Teranga ont disputé plusieurs rencontres amicales. À ce niveau, la balance penche pour le Sénégal. Qu'à cela ne tienne, le match de ce vendredi sera tout autre pour Yves Bissouma et ses partenaires. Il s'agira pour cette génération de passer ce tour et jouer le dernier carré, toute chose que cette génération n'a pas encore obtenue. Pour gagner ce pari, les Maliens devront être généreux dans l'effort, compacts et disciplinés tactiquement. C'est une très bonne équipe et nous aussi on est confiants. Depuis qu'on est là, on fait que des bonnes choses, même si on sait qu'on a beaucoup de choses à régler. Mais on est une très bonne équipe et une équipe solide. Et sur un match de 90 minutes, tout est possible. Demain, on va jouer contre le plus grand pour le moment, Sénégal, qui a qualifié très facile pour le deuxième tour, aussi au quart final. 10 buts marqués dans 4 matchs. Ils sont très dangereux. Mais on a aussi une bonne équipe. On n'a pas perdu au CAN. On a joué bien contre Tunisie et contre Maroc. 2 équipes fortes. On a de bons joueurs. On a bien préparé. On a récupéré aussi parce que la fatigue dans un tournoi, c'est aussi influence et on a quelques jours qu'on peut récupérer. Je pense que ça va être une guerre demain, pas facile, mais on a une chance. Le Sénégal est le favori, mais on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. Côté adverse, le Mali est à prendre au sérieux, même si à ce niveau de la compétition, cette équipe n'a encore gagné aucun match pendant les 90 minutes. On aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les huitièmes de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Mais nous, on veut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive. Donc voilà, et après ce match peut se jouer beaucoup sur le côté mental. Voilà, nous on va contrôler nos émotions et surtout la concentration et pour essayer d'aller chercher ce. Mali-Sénégal est un derby ouest-africain qui permet d'être étincelant. À suivre ce match sur nos antennes en direct et bonne chance aux Aigles du Mali. Ce communiqué avant de boucler ce journal à l'occasion du match de quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations opposant les Aigles du Mali aux Lions du Sénégal prévu ce vendredi 9 janvier 2026. Le directeur général de la police nationale invite la population au calme, au civisme, au respect des biens publics et privés, quelle que soit l'issue de la rencontre. Un dispositif sécuritaire sera déployé afin d'assurer le maintien de l'ordre et la fluidité de la circulation. La victoire comme la défaite doivent être vécues avec retenue et sérénité. Le directeur général de la police sait pouvoir compter sur le sens élevé des responsabilités et du fair play de tout un chacun. Puisse la victoire sourire à notre vaillante équipe nationale signée par le directeur général de la police. Donc, bonne chance aux Aigles du Mali, prudence sur nos routes. C'est ce qui me fait à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.